voilà, mesdames et messieurs, dernier tableau de cette émission. Il y a manger et manger. Hein. Il y a manger au féminin, manger au masculin. Aujourd'hui, nous allons parler de manger au féminin. Quand on est une femme, comment on mange? À quelle heure on mange? Quel est l'impact sur la masse osseuse? Quel est l'impact sur le cœur, le corps, les menstrues? Tout ça, ça fait partie, bien sûr, de la santé de la femme. Et Docteur Envo intervient à ce niveau-là. Il est cardiologue, il est très important dans le système de la santé. Il s'occupe de la nourriture et puis il intervient également à l'université. Docteur Envo, bonjour. Bienvenue Bonjour. encore une fois sur ce plateau aujourd'hui en Bonjour, ce docteur. jeudi. Bonjour. L'alimentation de la femme, généralement parlant, doit se baser sur quoi? Alors, je suis nutritionniste en cardio. En cardio, oui. En cardio. Alors, on parlera de l'alimentation de la femme en fonction de l'âge et aussi à quelques maladies qui, de manière insidieuse, se tuent au niveau de la vie quotidienne de la femme. Voilà, donc, d'abord, l'alimentation de la femme quand elle est encore jeune. Alors, il faut dire qu'une femme comme l'homme, avant la puberté, alors ces deux catégories de personnes partagent la même nourriture. Voilà. C'est-à-dire que depuis l'allaitement jusqu'à ce qu'on puisse avoir les premiers signes de la puberté, il n'y a pas grande différence entre l'alimentation de la femme et puis celle de l'enfant. La différence va se situer au niveau de la puberté. C'est déjà à partir de la puberté déjà. Alors la femme, l'alimentation de la femme doit être renforcée en ce qu'on appelle les aliments riches en calcium. Parce que c'est ce calcium-là qui va déterminer un peu l'état de l'ostéoporose à la ménopause. Donc il faut renforcer déjà. C'est à ce niveau que les os ont besoin de plus de calcium pour se renforcer. Donc si à ce niveau-là, les os n'ont pas été renforcés en calcium, alors on verra que plus tard, quand elle sera à la ménopause, elle sera plus fragile, elle sera plus victime de l'ostéoporose que celle qui a été renforcée, celle dont l'alimentation a été renforcée en calcium durant la puberté. Donc son troisième âge se prépare déjà à dans le démarrage de sa vie. Voilà, alors les aliments à fort apport de calcium pour la première phase de vie, ce serait quoi? Généralement, ce sont les protéines. Les aliments riches en protéines, c'est du poisson, c'est de la viande. Ces aliments-là, c'est les produits laitiers, très riches en calcium, que normalement la femme, dès cet âge-là, prend pour se renforcer en calcium. Voilà. Généralement, c'est ce que nous prenons pour renforcer les os de la femme en puberté. Parce que alors, durant les premières maternités, alors je disais dernièrement que la femme va fournir du calcium pour établir le squelette de l'enfant. Donc, c'est ce qu'elle mange qu'elle donne aussi à l'enfant. Donc, si elle ne mange pas assez d'aliments riches en calcium, vous verrez que l'enfant va naître bien sûr avec un bon squelette, mais elle aura un déficit. Et puis, alors, après une première maternité, avant la seconde maternité, il faudra qu'elle puisse remplacer un peu ce déficit osseux qu'elle a dû créer la grossesse. Voilà. Donc il faut chaque fois, avant une maternité, se renforcer en calcium avant la prochaine maternité. Sinon, à la suite de plusieurs maternités, vous allez voir que la femme ménopausée aura un déficit en calcium et déjà, le reste de sa vie, vous allez voir un peu comment est-ce que la ménopause sera déséquilibrée souvent parce qu'elle sera victime de l'ostéoporose, le tassement des os, etc. On ne le dira jamais assez, hein, vous entendre, le calcium est d'une importance déterminante dans l'alimentation de la femme. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez à Abidjan ou partout ailleurs où on a pu vous rencontrer? Eh bien, manger équilibré et sain est un gage de bonne santé selon les spécialistes. Vous, mesdames, qu'on a interrogées, au fait, qu'est-ce que vous avez à dire et comment vous voyez le thème? Juste un morceau de pain. On prend du latiqué associé au poisson ou bien du poulet que moi-même je fais faire au four. Parce que je ne mange plus tout ce qui est à base d'huile et tout ça. Le soir, ça, c'est rien que les crudités. Depuis que j'ai commencé ce régime, je me sens plus en forme. Au moment où je mangeais de l'huile et tout ça de façon désordonnée, quand je me nourrissais n'importe comment, je sentais des courbatures au petit matin. Il m'arrive de manger le matin, mais pas tous les jours. Et quand il m'arrive de manger, je prends un bout de pain avec des œufs. À midi, je mange du riz. Et le soir, ça varie. Je peux manger des grillades, je peux manger de la salade, très souvent de la salade. Et je prends également quelques rares fois de la bouillie le soir. Maintenant que j'ai pris de l'âge, je fais attention, je prends moins la loco. Je n'ai pas l'habitude de grignoter, mais je prends beaucoup les jus que je confectionne moi-même.
des jus de bissap, de gingembre, que je bois beaucoup plus pendant la journée, mais je ne grignote pas. J'avoue que je fais attention au sucre maintenant. Très souvent, les matins, comme je vous l'ai dit, quand je pars au service, je prends de l'eau chaude citronnée. C'est mon quotidien, ça. Ça, tous les matins, c'est ce que je fais. Ça me donne du tonus, ça me donne plus de vitalité. Voilà, plusieurs interventions dans cette capsule-là. Et puis, les femmes ont ici décliné leur routine alimentaire. Votre commentaire là-dessus? Alors, tout à l'heure, j'ai entendu une dame dire que le soir, elle prend la bouillie du riz. Et j'ai ri. Je n'ai même pas regardé l'image. J'ai dit, si elle boit la bouillie le soir, elle va porter des lunettes. Effectivement, qu'elle porte des lunettes, c'est sûr. Alors, la femme, quel que soit l'âge de la femme, si le soir, elle prend des aliments, la femme comme l'homme, elle prend des aliments riches en sucre, elle aura une atteinte oculaire. Elle aura, moi je n'ai pas encore fait des retraites pour le montrer, mais la première recherche, c'est l'observation et puis les remarques. On fait un parallèle entre les personnes qui prennent du sucre le soir, parce que généralement, le problème des femmes, elles veulent faire des régimes. Et elles ne s'approchent pas des spécialistes, elles font des régimes d'elles-mêmes. Souvent, elles ne mangent pas toute la journée, et c'est le soir qu'elles vont prendre un fruit en passant, un fruit ou bien une bouillie simplement. Alors tout à l'heure, si elle continue de prendre les bouillies le soir, alors cette dame, aujourd'hui, elle n'a pas de lunettes, mais demain, elle aura une atteinte au niveau du cœur et plus tard, elle va faire un diabète. C'est comme ça que ça se passe. Alors, donc, on continue de parler de l'alimentation de la femme. Alors, aujourd'hui, on se interroge un peu sur le cancer du sein de la femme. Les cancers. Alors, nous on redescend. Il demande alors, lorsque souvent à un certain âge, on dit que la femme est victime de cancer du sein, différents types de cancers. Alors moi, je dis que nous savons ceci. Un cancer peut mettre 25 années pour se développer. Un cancer peut mettre un quart de siècle pour se développer. Donc lorsque, par exemple, une femme d'un certain âge, de 50 ans, de 60 ans, est victime de cancer, alors on fait une petite recherche. On demande, est-ce que cette femme-là, elle n'a pas fait de gros enfants? Imaginez une femme qui a eu un premier enfant à 20 ans. Les enfants naissent normalement entre 2,6 kg, 2,8 kg ou bien 3. Une femme qui fait habituellement des enfants de 4 kg, de gros enfants. Elle fait de gros enfants. Alors c'est une manière, lorsqu'un enfant naît gros, c'est une manière au corps de dire à la femme que il y a beaucoup de sucre à l'intérieur et que vous avez de fortes chances de faire un diabète en vieillissant. Mais aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire, lorsqu'on fait un gros bébé, on est content. On nous félicite. On est content. On a fait un gros bébé de 4 kg, 5 kg, on est content. Alors qu'en vérité, cette personne, si elle ne fait pas attention, elle risque de faire un cancer en vieillissant. Parce que voici ce qui se passe. La remarque que nous faisons. Lorsqu'une femme fait de gros enfants, elle a de fortes chances de faire un diabète en vieillissant. Alors, la deuxième remarque, avant de faire un diabète, souvent les yeux sont touchés. On parle de rétinopathie d'origine diabétique. Donc si on croise les deux, lorsqu'une femme fait de gros enfants, plus tard elle fera un diabète. Lorsqu'elle porte des lunettes après les gros enfants, on dit que le diabète se rapproche. Donc faisons attention. Celles qui font de gros enfants et puis après elles vont commencer à porter les lunettes pharmaceutiques, ou bien celles qui ont porté les lunettes pharmaceutiques et puis après font de gros enfants, nous on dit ces personnes-là qu'elles fassent beaucoup attention. Parce que c'est des alertes de diabète. Okay. Voilà, gros enfants portent des lunettes. Les deux, quand on croise les deux, ce sont des alertes de diabète qui peuvent être là pendant des années, pendant 10 ans, 15 ans. En latence, quoi. En latence, c'est-à-dire que la glycémie ne montre pas grand-chose. Pourtant, le second examen, qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, qui résume le sucre des 3 derniers mois, souvent montre que cette dame-là, elle a des chances de faire un diabète en vieillissant. Il faut faire attention à toutes ces indications. Tout à l'heure, c'est très très important. On espère que les femmes, parce que le conducteur de l'émission vous est dédié tout au long du mois de mars, il faut prendre énormément de notes, qu'on soit jeune et quelle que soit la provenance sociale. Matin Bonheur, dans le climat de réaction, va s'asseoir maintenant sur un thème très très important, vraiment un témoignage de notre envoyé spécial particulier des matins. C'est Monsieur Bonzo, c'est parti. Ça fait 2 années de cela, 2 à 3 années de cela, j'ai mangé de la loco. Je ne sais pas si c'est l'huile qui n'était pas bonne ou autre. Et après avoir fini de manger de la loco, j'ai senti vraiment, je me suis sentie faible. J'avais envie de rendre autre. En tout cas, je ne me suis pas bien sentie. Et depuis ce jour, j'ai essayé une autre fois encore. Et la seconde fois, j'ai eu les mêmes effets, donc ce qui fait que j'ai peur de manger la loco. Je ne touche même plus à la loco. Même quand je fais à la maison, j'ai même peur de mettre dans la bouche.
Je ne sais pas si cela est dû à quoi, bon, je ne sais pas. Mais je supporte difficilement la loco. Je ne sais pas, j'ai un problème de digestion, je ne sais pas. Là. Simplement, je me suis dit que la loco ne passe pas, donc je ne dois plus manger. Je ne dois plus manger pour ne plus ressentir les efforts que j'ai ressentis. Le témoignage de cette dame concernant voilà, toujours l'alimentation, elle a spécifié avec notre mets ici qu'on appelle la loco spécifiquement. Est-ce qu'elle fait bien de proscrire cette nourriture-là de son alimentation? En termes d'alimentation, chacun a sa réaction vis-à-vis d'un repas. Voilà, peut-être qu'elle ne tolère pas, la loco, sûrement qu'elle ne tolère pas. Sinon, la loco, il est bien de le manger. Mais chez une femme qui a une activité ovarienne normale, qui a ses règles normalement, elle mange de la loco, elle n'a aucun problème. Voilà, moi, ce qu'elle ne tolère pas la loco. Mais celle qui est ménopausée, ou bien qui est en absence de règles, ou bien qui a une dystrophie ovarienne, quel que soit le problème gynéco, ou bien celle qui est sous des méthodes de contraception. Alors, ces personnes-là qui vont prendre la loco, alors ce groupe d'aliments est appelé aliments à index glycémique élevé. Voilà. Donc, une jeune femme qui a encore une activité ovarienne normale, qui a ses règles, elle mange de la loco, elle n'a rien. Mais celle qui n'a pas d'activité ovarienne normale, lorsqu'elle mange de la loco régulièrement, vous allez voir que dans le bilan, ce qu'on appelle le LDL cholestérol, alors il y aura un pic, le mauvais cholestérol va se lever. Voilà, voici la différence entre une femme qui est ménopausée et celle qui n'est pas ménopausée. Donc la jeune femme qui est encore en activité ovarienne peut manger normalement sans souci. Mais celle qui commence à avoir des absences de menstrues ou bien des problèmes de gynécologie, alors doivent faire beaucoup attention parce que leur protection, ce qu'on appelle l'oestrogène, commence à baisser. À partir de 30 ans, on dit que, à partir de 30 ans, on dit souvent, certains médecins disent que la masse osseuse de la femme commence à décliner. Info ou intox? Bon, je n'ai pas vérifié, mais généralement, c'est voilà, à partir de 30 ans, 40 ans, lorsqu'on tend vers la ménopause, voilà, ça commence à chuter un peu jusqu'à ce que ça soit plus important à la ménopause. Et cela, ça demande qu'est-ce qu'il faut faire pour compenser? Parce que généralement, autour de 30 ans, il y a les maternités. Oui. Donc c'est pourquoi il y a insisté tout à l'heure qu'après chaque maternité, il faut vous renforcer en calcium avant la prochaine maternité. C'est vrai. Voilà. Qu'importe la maternité, il faut se renforcer. Maintenant, quand on observe que le bébé a un poids assez spécifique, il faut vraiment faire beaucoup attention. Surtout au sucre du soir. Voilà. Alors, j'insistais tout à l'heure, je disais par exemple que je souhaiterais que les femmes d'un certain âge, une femme qui est ménopausée, ne puisse pas manger le soir des aliments riches en sucre. Par contre, celle qui est jeune, qui a encore une activité ovarienne, elle peut manger normalement sans souci. Voici un peu la différence entre ce type de femme et l'autre. Une fois que la ménopause arrive, toutes les femmes doivent se dire qu'elles ont franchi une étape de leur vie. C'est un âge qu'il faut considérer. Même si c'est à 30 ans que la ménopause est arrivée, elles doivent considérer ce fait-là. Ouais. Alors, il faut vraiment observer son évolution de vie pour pouvoir adapter son alimentation. Là, aujourd'hui, notre sujet aussi parle de catégories socio-professionnelles. Alors, est-ce qu'il y a des maladies qui a trait aux personnes aisées et puis des maladies pour des personnes beaucoup plus vulnérables? Aujourd'hui, quel que soit qu'on soit aisé ou bien non, pourvu qu'on ait une alimentation qui se ressemble, on peut partager les mêmes maladies. Alors, j'aimerais me prononcer surtout sur l'activité de la femme et puis la maladie qui est associée. Alors, beaucoup de personnes ont des activités qui ne leur permettent pas d'avoir une bonne alimentation. C'est parce que la femme d'aujourd'hui est tellement occupée à faire beaucoup de choses. Occupée de la maison, des enfants et puis du travail. Donc, la femme travaille tellement que souvent, elle n'a pas le temps de se faire une bonne alimentation, un bon repas. Et surtout, les personnes qui sont embauchées ou bien qui travaillent dans une entreprise qui n'ont pas un emploi établi pour suivre un bon régime alimentaire, souvent les conséquences sont là. Ils prennent par exemple des femmes qui sont caissières. Elles sont caissières souvent en pharmacie ou bien en supermarché qui n'ont pratiquement pas le temps de manger. À peine elles ont 1 heure entre midi et 2 pour manger. Donc, quand c'est comme ça, elles n'établissent pas un bon régime alimentaire. Et souvent, ce que j'observe, c'est que ces personnes souvent ont des problèmes de digestion. Des problèmes de digestion qui se traduisent souvent par des constipations chroniques. Alors, on a fait une petite enquête qui montre que souvent, en semaine, beaucoup de personnes qui ont des problèmes de femmes, qui ont des problèmes de maternité, à peine elles font les toilettes, elles font les selles, à peine elles font les selles 2 fois par semaine. Donc, ça veut dire qu'il y a un parallèle, on peut établir un parallèle entre la maternité, l'infertilité de la femme
et puis les problèmes de constipation. Beaucoup de femmes qui ont aujourd'hui un problème d'infertilité devaient s'interroger sur comment régler leur problème de constipation. Parce qu'elles vont prendre comme si ce n'est pas un problème sérieux. C'est-à-dire que ne pas aller faire les selles tous les jours, c'est pas sûr. Pour eux, ce n'est pas important. Pourtant, un des facteurs les plus importants de la santé, il faudra qu'on se vide. Et souvent, du fait qu'elles n'ont pas le temps, souvent de leur travail, elles n'ont pas le temps pour bien manger, alors elles traînent souvent des inconforts digestifs ou ces constipations qui, à la longue, jouent un peu sur leur maternité. Elles n'ont pas un seul enfant. Mais quand on fait les enquêtes, vous allez voir que ces personnes-là, elles ont un gros souci de constipation. Et quand on fait les enquêtes, on remonte que c'est parce qu'elles n'ont pas le temps de bien se nourrir, qu'elles sont constipées, que pour finir souvent, elles n'ont pas, elles ont une infertilité. Et docteur, il y a des femmes dans nos pays, sont des femmes très, très travailleuses. Oui. Très souvent, on voit des femmes qui gèrent des commerces, qui sont tout le temps assises et qui donnent des instructions, tout ça. Est-ce que cette position toujours assise là, je ne sais pas si on peut qualifier de sédentaire, de la sédentarité, est-ce que ce n'est pas des femmes qui après s'exposent à des maladies? Effectivement, le fait de... Vous voyez un peu de quoi effectivement, la sédentarité, on voit la dame qui, par exemple, grille les galettes les matins. Voilà. Et même la caissière aussi. La caissière, voilà. Elle est tout à la banque, à la réception, vous verrez, par exemple, l'assistante, la secrétaire. Effectivement, la seule activité qu'elle met, c'est cette activité-là. Cette activité qu'elle met, c'est-à-dire qu'elle ne dépense pas assez d'énergie que le haut du corps. Donc l'activité physique et l'énergie n'est pas assez dépensée. Alors que cette dame va manger comme les autres personnes. Alors vous allez voir qu'avec le temps, alors cette personne va développer cette maladie. Généralement, souvent, elle commence à prendre la forme, elle développe l'obésité. Elle développe l'obésité et puis après, bon, ça suit le reste. Vous voyez, c'est un peu comme ça que ça marche. Donc souvent, il y a des maladies qui sont associées à notre type de travail. Et malheureusement, bon, soit on change de travail, soit on se fait affecter ailleurs ou bien il faudra qu'on puisse gérer un peu ce problème pour ne pas que notre travail puisse jouer sur quelque chose de malheureux, par exemple l'infertilité de la femme. Voilà. J'insiste parce que c'est malheureux. Il est important qu'une femme, toutes les femmes, aient des enfants. Il faudra que toutes les femmes aient des enfants. C'est ce qui est important. Alors souvent, du fait de leur travail, elles n'arrivent pas à bien manger. Elles traînent des constipations chroniques pendant des années, lequel entraîne par exemple le sang qui n'est pas trop pur et va un peu infecter un peu les ovaires et puis les trompes, boucher un peu et entraîner les problèmes d'infertilité chez la femme. Voilà. Donc, il faut être alerte à son corps, alerte à son évolution depuis la naissance jusqu'au 3e âge, surtout pour les femmes, parce que c'est nous qui vivons beaucoup plus de mutations dans une vie. Merci infiniment, docteur Anvo, pour votre intervention à cette émission. On a été très heureux d'être en votre compagnie, n'est-ce pas Marco? Tout à fait, ma très chère. J'ai une pensée également pour les femmes, on n'a pas pu en parler, les femmes qui travaillent à la banque, qui sont toujours soumises bien sûr à l'odeur du mercure, tout ça, qui vraiment, des fois, ça s'accompagne d'une alimentation. Voilà, merci à vous de vous être arrêtés ici ce matin, de participer à Matin Bonheur, parce que vous faites partie de la grande famille. On a été très très heureux d'être en votre compagnie. Vendredi, demain, on aura une émission qui va s'articuler autour donc, de la jante féminine. On sera déjà dans les arômes, dans la ferveur de la journée internationale des droits de la défense des droits de la femme. Remerciements spéciaux à notre monteur Dominique Brandji qui depuis le début de l'année vraiment nous gratifie d'un travail vraiment magnifique. Merci d'être